Salut les amis et bienvenue pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Donc ça fait 3 semaines quand même que je vous ai pas vu et donc je pense qu'il est un peu temps de faire un point sur mes lectures passées, mes lectures présentes et les prochaines lectures que je ferai pendant ce qu'on appelle à la fac la pause pédagogique. Donc je vais vous quitter il y a 3 semaines en vous disant que j'allais lire tel et tel livre. Comme d'habitude, je ne m'y suis pas tenue. J'ai changé, j'ai dû lire d'autres choses. Bref, je vais faire le point. Que j'ai lu, j'ai terminé, que j'ai apprécié, plus qu'apprécié même. Autant n'emporte le vent, le tome 1 de Margaret Mitchell. Gros coup de cœur. De toute façon, je suis pas étonnée d'avoir eu un coup de cœur sur ce livre. Il m'a pris beaucoup de temps parce que regardez-moi comment c'est petit. Par contre, génial quoi. Bon, par contre, il y a quelques quelques mots qui m'ont un peu bloqué dans ma lecture. Non pas que ce soit un vocabulaire que je ne connaisse pas, mais on va dire que c'est des fautes grammaticales. Par exemple, j'ai trouvé plusieurs fois malgré que, horrible. Des fois, il y a des fautes au niveau de l'accord sujet-verbe. C'est des choses qui sont assez, pas gênantes, mais gavantes. Quand on en lit 3-4, ça devient vite gavant. Mais à part ça, l'histoire, toujours aussi sublime. J'ai été étonnée de toutes les choses qui ont été enlevées dans le film en fait. Comme je vous avais dit, je l'avais lu plus jeune, mais on n'a pas le même regard que quand on a 19 ans, c'est normal. À 14 ans, à 19 ans, on n'a pas le même regard du tout. Je suis vraiment tombée amoureuse de l'histoire, plus qu'autrefois même. Et je pense qu'ils valent bien leur titre d'amant, comment ils disent ça, d'amant légendaire, voilà. Je suis pressée de lire les tomes 2 et 3, j'ai bien fait de les acheter tout de suite. Je ne pense pas les lire pendant ces vacances-ci, plutôt aux environs de Noël. Voilà, première lecture, Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Ensuite, lecture de cours, découverte pour un dossier que j'ai aimé, très court, vraiment très court, écrit en très gros, vraiment très gros. C'est Electre de Ripide. Alors là, pour tous ceux et celles qui aiment les mélodrames, les choses tragiques, mais on peut pas plus tragique, je vous le conseille. Bien que je l'ai trouvé assez court, on n'a pas vraiment le caractère des personnages. En plus, ça tombe super bien. Je sais pas comment je vais m'en sortir parce que je travaille sur Electre justement. Enfin bref, je vais pas vous faire ma vie de cours. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà. De toute façon, je vais le lire plusieurs fois, donc je pense pas que j'en reparlerai outre cette vidéo. Mais voilà, une bonne lecture rapide et tout, qui se lit facilement entre deux arrêts, dans un train ou dans le métro. Ensuite, j'ai lu, alors là, c'est le Saint Graal de mes 3 dernières semaines, un livre que j'attendais depuis longtemps, et qu'en plus j'ai eu grâce à un partenariat sur Livre Addict. C'est le tome 3 de Né à minuit, Illusion. Alors là, je ne saurais vraiment dire les mots pour décrire ce bouquin. Je pense qu'à ma chronique en dit déjà assez. Je suis tombée en amour avec cette histoire quand j'ai acheté le tome 1, tout à fait par hasard. J'adorais la couverture. Ça faisait des mois et des mois que j'avais pas lu du jeunesse. Et la couverture, franchement, la première, je vais vous la mettre, m'avait vraiment attiré l'œil en fait. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. C'est vrai que ça parle de loups-garous, de vampires qui vivent dans un camp. C'est pas vraiment extraordinaire comme histoire. Je vais bien vous la mettre. Et en fait, voilà, j'en suis au tome 3. Je l'ai lu dès leur sortie parce que je peux vraiment pas m'en passer. Ce tome 3 est vraiment révélateur en plus. Bon, pas au niveau de l'histoire d'amour du trio Kylie, Lucas et Derek. Par contre, au niveau de ce qu'est Kylie. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, Kylie, c'est la blonde là sur la couverture. Et donc, elle se prend pour une normale en fait. Et elle va se retrouver dans ce camp à Shadow Falls. Ils disent que c'est un camp pour jeunes à problème. Elle va vite se rendre compte que les problèmes qu'ils ont, c'est aussi le sien. C'est-à-dire que c'est des supernaturels ou des surnaturels, comme vous préférez. Il y a de tout, hein. Des faées, des loups-garous, des vampires, des métamorphes. Et c'est vraiment génial parce que c'est dans une politique de vivre ensemble qu'est fait le livre.
Donc le premier tome, c'est vraiment pour poser l'histoire. On apprend à Kylie qu'elle a des pouvoirs, mais qu'elle n'a pas de... qu'elle n'a pas vraiment de... On apprend à Kylie qu'elle a des pouvoirs, mais en fait, avec leurs sourcils, si vous préférez, ils arrivent à voir l'intérieur de votre cerveau et ils voient votre configuration. Et le problème, c'est que Kylie n'a pas de configuration, ils n'arrivent pas à la lire, comme ils disent. Donc ils vont se rendre compte qu'elle a plusieurs pouvoirs de plusieurs espèces différentes. Donc pendant les 2 premiers tomes, ces pouvoirs évoluent, des pouvoirs qui viennent de toutes les espèces surnaturelles. Et dans ce tome 3, justement, on apprend ce qu'elle est. Donc je vous dis pas, j'étais très très contente de le savoir. Et comment dire, Aurélie, prépare-toi à le dévorer comme moi je l'ai fait. Alors pour ce que je suis en train de lire en ce moment, alors je vais commencer par une lecture de cours, pareil que pour Electre. Je lis Electre de Giraudot. Donc beaucoup plus gros, comme vous pouvez le voir. La pièce fait environ 200 pages. J'en suis à la moitié. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Les personnages, justement, ont beaucoup plus de caractère, en fait. Ils ont beaucoup plus de... Comment dire? Ils sont plus vivants, en fait. On voit que, justement, c'est plus joué par des hommes qui portent des masques et qui jouent des femmes, quoi, comme en Antiquité. Tout ça, ce que je trouve amusante et que je trouve génial, parce que je suis une amoureuse du personnage Clytemnestre dans l'œuvre d'Échille. Ici, on la retrouve, en fait, tout aussi malade qu'elle l'est dans Échille. Dans les Échilles, parce que c'est l'Échille, c'est pas une pièce. Et vraiment, on retrouve tout, quoi, c'est génial. Égiste, Clytemnestre. Pour l'instant, je suis à 200 pages, à 100 pages, on n'a pas encore trop vu au reste. En sachant qu'il doit... Non, je vous dis pas. Je vais pas vous le dire. Mais en sachant ce qu'il doit faire, ça me semble bizarre, en fait, qu'il y soit pas encore. Donc, je sais pas vraiment comment Giraudoux va réussir à le faire apparaître en tant que Oreste, parce qu'on l'a déjà vu en tant que comment il appelle en tant qu'étranger, voilà, l'étranger. Donc ça, c'est un rappel direct à l'œuvre originale de Repeat, hein, parce qu'au début, il se fait passer pour un étranger auprès de sa sœur, qui va voir là où elle habite avec son fermier. Donc voilà, ce que je suis en train de lire en ce moment. Ce que je lis en ce moment, attention, parce que j'ai un gros programme de lecture en cours. Je lis aussi Retour à Salem de Jacques Fuentealba, que j'ai acheté lors des Aliénales. J'ai eu un gros coup de cœur déjà pour le titre, et quand j'ai lu derrière, je me suis dit, il me le faut absolument. Eh bien, pas du tout déçue pour l'instant. Il me doit me rester 60 pages à lire. J'en suis à largement plus de la moitié. C'est vraiment une grosse découverte que cet auteur. Je suis vraiment contente de m'être laissée aller à cet achat. Que dire de toute façon, il y aura bientôt ma chronique. En plus, il est super sympa. Il m'a laissé un message sur mon blog. J'ai trouvé ça super. Il y a 7 familles, si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, je m'en excuse, mais il me semble que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y en a 8, mais en fait, il y en a une, c'est pas vraiment une famille, c'est des satanistes. En fait, on a tout à la fin. C'est super bien fait. Sur 2 pages, il nous explique un peu l'histoire. Donc, c'est à la fois une histoire et l'histoire avec un grand H. On revient un peu sur l'histoire de la ville de Salem, une ville qui me tient beaucoup à cœur. J'adore lire tout ce qui concerne la ville de Salem, donc quoi de mieux que ce livre qui retrace l'histoire des familles qui sont venues en bateau de la France à la Nouvelle-Orléans pendant l'Inquisition espagnole. Je vais pas en dire plus, mais juste vous parler un peu du titre du tome 1, Lord Ali. C'est un rite cérémonial en fait qu'ils doivent faire pour garder en gros les forces du bien, façon de parler, sous terre parce qu'elles veulent dévaster la terre justement. Et donc ces sorciers qui sont à la fois du bien et du mal, ils sont pas gentils, tout blanc tout rose, justement c'est ça qui est super, c'est qu'on trouve un peu l'aspect vraie vie. Ils sont pas tout blancs, ils sont pas tout roses. Et ils vont devoir justement faire ce rite cérémonial pour garder cet ange sous la terre pour qu'il évite de nous détruire, quoi, tout simplement. Donc je ne sais pas encore ce que va être la fin. Quoi qu'il en soit, je sais déjà que ce sera certainement un coup de cœur, à moins que la fin me déçoive vraiment, mais je pense pas que ce sera le cas. Ensuite, je suis en train de lire Le silence des agneaux de Thomas Harris. Attention, il est gros, j'arrive pas à le faire entrer dans la caméra, voilà. Là pareil, je suis à 107 pages et c'est comment dire,
Oui, voilà, je veux dire, si je dis ce que disait le Washington Post à l'époque, peut-être le roman le plus puissant et le plus envoûtant de notre époque. Envoûtant, peut-être pas, flippant, je dirais plutôt, parce que c'est dingue comment les personnages arrivent à me faire peur, sans forcément faire des choses qui font peur, mais la psychologie des personnages est tellement réaliste qu'au final, on y croit à fond. Et autant j'adorais le personnage dans le film d'Anthony Hopkins, autant là je suis encore plus fan parce que je le trouve vachement plus travaillé. Donc voilà, je vous en dirai plus à la fin de ma lecture. Toujours en train de le lire et toujours pas avancé, comme toujours pas fini. La Duchesse de Langeais de Balzac. Alors, super, le prof, il a des idées de spoiler la fin du livre. Donc en cours, il nous apprend joyeusement qu'elle se... je vais pas le dire parce que si certains veulent le lire. Et du coup, ça m'a complètement bloqué dans ma lecture. Merci, monsieur. J'arrive pas à avancer parce qu'il y a beaucoup trop de définitions déjà. Je trouve ça dommage. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi de la description sociale, religieuse, économique et architecturale du faubourg Saint-Germain. Je m'en fous personnellement. Qu'on vienne de la C à la DRS à Rome, je m'en fous personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'histoire entre elle et Armand. Et comment dire, on s'y perd un peu entre toutes ces définitions du monde de l'époque et tout ça, de la vieille noblesse. Et je n'ai pas le choix, il va falloir que je lise parce que forcément, j'ai une interrose sur le texte en début de reprise scolaire. Magnifique. Donc voilà, vous voyez que je suis en train de lire beaucoup de choses. Donc, il va falloir déjà que je finisse tout ça pour venir à mes lectures futures. Donc, je vais commencer par un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps de Catherine Lebert, Les Sortilèges de Tremblay, en avant-première chez France Loisirs, depuis qui je suis inscrite. Chez qui je suis inscrite depuis peu de temps, ça fera plus français cette phrase. Donc là, ça parle d'une lignée de sorcières en Bretagne. Je vais vous le lire. En Bretagne, sur plusieurs générations, une famille de dentelières dotée de pouvoirs de sorcellerie est liée par un mystérieux sortilège aux héritiers du manoir de Tremblay. À la fin du XIXe siècle, la jeune Bérine quitte son Irlande natale pour être dentelière au manoir de Tremblay, à Cancale. Dès son arrivée dans la sombre demeure, elle sent la menace d'une malédiction. Sa rencontre avec Frédéric Le Guen, le propriétaire du domaine, va sceller son destin. Voilà, sorcellerie, amour. Par contre, là, je pense que je vais aller très vite à le lire. Il fait combien? 352 pages et c'est écrit en très gros, comme on peut le voir. Donc, je vous en dirai plus sur ce livre qui m'a donné très envie sur le catalogue. Et pour finir, je garde le meilleur pour la fin. Autant pour le geste que pour le livre. Donc, j'ai mon petit frère qui a pensé à moi et qui m'a ramené 5 petits cochons d'Agatha Christie. Donc en plus ça tombe bien, c'était un que je voulais acheter très prochainement, ça m'évitera de l'acheter. Donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, tout ce qui compte c'est qu'il y a Hercule Poirot. 5 témoignages accablants ont fait condamner à la détention perpétuelle Caroline, la femme de Amyas Creil, peintre renommé mort empoisonné. Tout ce que j'aime. 16 ans après, Hercule Poirot, mon petit chéri, le détective belge d'Agatha Christie a rendu célèbre, prend l'affaire en main, ne s'arrêtant pas aux évidences, tirant parti du moindre indice, il fait éclater une vérité à laquelle personne ne s'attendait, comme toujours. Donc voilà, donc je vais le lire avant qu'ils doivent le rendre, parce qu'il a emprunté ça au collège, et ça tombera pile poil dans mon challenge, Agatha Christie et moi. Donc cette vidéo a duré un peu plus longtemps, car beaucoup plus de livres. J'espère que certains n'auront pas détaché en plein milieu des présentations. Ça va être les vacances, donc je pense que je pourrais faire une vidéo toutes les semaines à condition que j'avance dans mes lectures. Quoi d'autre? Bien, je vous souhaite une bonne semaine littéraire. Je fais un petit coucou à Miyuki si elle me regarde pour lui dire qu'elle aura très bientôt son livre. Je suis en train de le choisir sur sa wishlist, donc j'espère qu'elle est à jour, la chérie. Et bon voilà, je vous souhaite une bonne semaine littéraire. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Plein de bisous et plein de coups de cœur l'ivresse. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a